C'est l'heure du second débat de ce Sens Public. C'est une plongée dans le monde de Vladimir Poutine que je vous propose depuis plus d'un quart de siècle. Il préside aux destinées de la Russie. Comment s'est-il maintenu aussi longtemps au pouvoir? Pourquoi a-t-il envahi l'Ukraine? Quelle est l'ampleur de sa fortune? Avant de répondre à toutes ces questions, un premier trait marquant de sa personnalité, de sa stratégie politique, c'est la nostalgie de l'Empire soviétique que nous détaille Clément Guillonneau. Vladimir Poutine ne cache plus sa fascination pour l'ère stalinienne. Cet été, un musée en mémoire de l'architecte du stalinisme Andrei Jdanov a été inauguré à Moscou. Quelques mois plus tôt, c'est un monument à l'effigie de Joseph Staline qui a été dévoilé dans le métro moscovite. Le cas de Staline est assez intéressant puisque Staline n'a pas été remise au goût du jour en tant que, bien entendu, en tant que dictateur et en tant que chef d'orchestre des répressions de la période soviétique, mais bien en tant que leader de l'armée rouge, en tant que leader de cette grande puissance qu'était l'URSS, qui a fait la fierté du pays au XXe siècle. Depuis toujours, le chef d'État russe semble nostalgique de la grandeur impériale de l'URSS, mais officiellement, face aux caméras, il déclare ne pas vouloir reconstituer cet empire soviétique. Ne cherchez pas ce qui n'existe pas. Un agenda caché. Ne cherchez pas nos ambitions impériales. Elles n'existent pas. Aucune ambition impériale selon Vladimir Poutine. Pourtant, depuis le début de la guerre en Ukraine, les spécialistes analysent une politique expansionniste grandissante de la part du président russe. On peut dire que les actions politiques, surtout depuis les 10 dernières années, tant en politique intérieure qu'en politique extérieure, sont vraiment motivées par ce désir de réinstaurer l'image de la Russie. Progressivement, ça s'est vraiment déplacé dans une volonté expansionniste complètement affirmée et de positionner la Russie en tant que grand leader au XXIe siècle à la même échelle que, par exemple, la Chine ou les États-Unis. Donc on voit vraiment cette obsession de la grandeur. Depuis le début de la guerre en Ukraine, cette obsession de Vladimir Poutine pour la grandeur passée de l'URSS ne se limite plus aux frontières de son pays. C'est tout l'équilibre mondial qui est remis en question. Voilà, et on plonge dans ce quart de siècle de despotisme de Vladimir Poutine avec Sabine Dulin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire contemporaine de la Russie et de l'Union soviétique et professeure à Sciences Po Paris. Xenia Bolchakova, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, journaliste, réalisatrice chez nos confrères de Capa Presse. Vous publiez Un peuple qui marche au pas, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Et puis je rappelle que vous êtes lauréate du prix Albert Londres 2022 avec Alexandra Jousset qui avait co-réalisé ce documentaire. Mathilde Philippe, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeure de droit public, experte sur les crimes internationaux et vous publiez Peut-on juger Poutine aux éditions Albin Michel? C'est évidemment l'une des questions que l'on va poser dans ce débat. Et Anne-Charline Bézina est restée à mes côtés, constitutionnaliste, éditorialiste pour Sens Public. Je commence par cette nostalgie de l'Empire soviétique. Sabine Dulin, votre avis là-dessus? Est-ce qu'il se compare au grand leader soviétique, Vladimir Poutine? Je crois qu'il se compare peut-être plutôt au tsar d'avant la Révolution. Oui. Certes, c'est vraiment ce qu'on appelle un homo soviéticus, parce qu'il a fait toute sa carrière d'abord au sein du KGB. Donc, bien sûr qu'il est rompu à ce qu'était l'idéologie soviétique, mais je ne pense pas qu'il aime beaucoup le communisme. Oui. Et sur le fond, ses modèles sont sans aucun doute plutôt les tsars d'avant 1917, des gens comme Nicolas Ier, etc., qui étaient des grands autocrates qui avaient une importance à l'échelle de l'Europe de l'époque et qui avaient un discours messianique, très souvent religieux aussi. Et même si on ne sait pas du tout s'il est croyant, il y a quand même une dimension, voilà, une utilisation de l'Église orthodoxe dans sa manière de relancer l'idée du monde russe, etc. Donc on est dans une vieille histoire. Oui, on a titré La nostalgie de l'Empire soviétique. On a hésité entre la nostalgie de l'Empire et la nostalgie de la Grande Russie. On aurait peut-être mieux fait de titrer La nostalgie de la Grande Russie. Alors, ça ne veut pas du tout dire que l'Union soviétique n'est pas dans son logiciel. D'autant qu'il a aussi pas mal joué sur cet anti-impérialisme de l'époque soviétique pour faire de l'impérialisme sans en faire, ou en tout cas en le maquillant sous un jour qui plaît, par exemple, dans les pays du Sud. Donc cette idée d'un anti-impérialisme
contre l'Occident et notamment contre les États-Unis, avec cette idée qu'on est contre l'OTAN et que l'OTAN nous menace. Tout ça, bien évidemment, que c'est ancré dans la période soviétique. Donc il fait la synthèse un peu, il bricole entre différentes idées. Ouais, il a battu le record de longévité au pouvoir qui était détenu par Staline, Ksenia Bolchakova. Est-ce que c'était un objectif pour lui ? Est-ce qu'il y a ces références dans les titres? On a diffusé un extrait d'une interview qui donnait quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine, où il faisait référence à l'Ukraine de Lénine, en disant que c'était finalement l'Union soviétique qui avait créé l'Ukraine, quoi. De toute pièce. Moi, là où je voudrais juste compléter ce que vous avez dit, c'est que évidemment il y a une nostalgie pour la Grande Russie, pour ces hommes forts qui ont été les empereurs russes et bien sûr les dirigeants soviétiques. Mais ce qui l'anime profondément, c'est surtout une volonté de revanche. C'est la revanche pour se venger de la chute de l'Union soviétique, de cette espèce d'affront que tous les Russes ont en tout cas dans la tête de Vladimir Poutine, subi en 1991. Et c'est ça qui l'anime profondément. On le disait tout à l'heure, il a quand même fait toute sa carrière au KGB. Il était à Dresde au moment où le mur de Berlin s'effondre. Et il le vit comme un drame personnel. Et donc c'est quelque chose qui l'anime profondément. Et donc est-ce que c'est une fascination pour la grandeur passée ou l'envie de dire je vais pouvoir retrouver cette grandeur et je vais pouvoir nous venger tous, moi et bien sûr tout le peuple russe. Il y a un petit peu ces deux éléments à mon avis. Il y a une glorification dans la Constitution, la dernière version, Mathilde Philippe, il y a une glorification de l'URSS, enfin du rôle de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi très important dans l'imaginaire, dans les mots employés par Poutine. Oui, il y a non seulement... Alors c'est vrai que cette révision constitutionnelle s'est ensuite accompagnée d'une loi qui punit même tout discours contre cette idée de la Grande Russie ou même contre l'URSS. Et cette révision constitutionnelle dont on parle, qui lui a permis de se maintenir au pouvoir, elle a quand même été aussi adoptée, alors je ne veux pas dénaturer peut-être ce qui sera dit après, mais elle a aussi été adoptée dans des conditions qui étaient quand même très contestables, avec un mode de scrutin alors complètement particulier. Et puis, alors, en ce qui concerne l'immunité du chef d'État et la protection de Vladimir Poutine, c'est vraiment une constitution qui est sur mesure, qui lui donne alors une triple immunité, à la fois en tant que chef d'État en exercice, à la fois si un jour ça arrive, en tant qu'ancien chef d'État, et alors en plus, comme il sera ancien chef d'État, il sera sénateur à vie, et bien il aura une troisième immunité. Donc cette révision constitutionnelle, elle est aussi taillée sur mesure pour le protéger. Et ça pose évidemment vous commencez à répondre à la question de la faculté ou non de juger Poutine. On y reviendra un peu plus tard. Alors, sur cette idée de frontières, de retour aux frontières impériales, c'est intéressant d'écouter Vladimir Poutine. On est quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. C'est aussi intéressant de décoder le double discours. Regardez. Je veux dire tout de suite que nous avions prévu qu'il y aurait des spéculations comme quoi la Russie s'apprête à reconstituer un empire à l'intérieur des frontières impériales. Ce n'est absolument pas vrai. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie a reconnu toutes les nouvelles réalités géopolitiques et, comme vous le savez, travaille activement à renforcer notre interaction avec tous les pays, les États indépendants qui ont émergé dans l'espace post-soviétique. 2 jours après, les chars russes entrent en Ukraine. Déjà, il ment. C'est ce que j'allais dire. C'est une des preuves nombreuses. Il faut toujours prendre C'est un menteur pathologique. Et là, par exemple, il dit à la chute de l'URSS, on a reconnu toutes les républiques et on pense immédiatement à la Tchétchénie, qui a essayé de prendre son indépendance et qui a payé le prix fort de centaines et de milliers de morts. C'est quand même fou d'écouter ça et personne ne réagit. Et quand il avait annexé la Crimée, il avait fait dans son grand discours, juste après l'annexion de la Crimée, il avait dit que jamais il ne toucherait à l'Ukraine. Aussi. Oui, mais en fait, faut-il entendre les sous-textes, c'est-à-dire il dit les nations libres, donc au fond les nations que nous considérons comme étant légitimes d'être libres, c'est-à-dire que certaines d'entre elles ne sont même pas considérées comme des États par lui. C'est ça Est-ce qu'il ne faut pas toujours lire Poutine à l'envers, c'est-à-dire l'entendre dire l'inverse de ce qu'il exprime? Oui, c'est vrai, mais c'est aussi qu'il a une vision de... je veux dire, il a sa vision à lui de ce que c'est que la souveraineté des États voisins de la Grande Russie. Et sur le fond, c'est toujours une souveraineté limitée. Et puis quand ça l'arrange. Tant qu'on est avec une souveraineté à la Biélorusse, avec un allié et un client de la Russie comme Loukachenko, il n'y a pas de problème pour avoir une Biélorussie en fait indépendante, puisque de toute façon,
c'est un pays qui est totalement aligné sur ce qu'il veut faire. En revanche, on voit bien comment l'agression à l'égard de l'Ukraine a commencé. Dans un premier temps, bombardement de Kiev, il y avait l'espoir que le gouvernement tombe et qu'on puisse remettre un gouvernement pro-russe, et auquel cas, effectivement, l'Ukraine pouvait rester indépendante, puisque la question, c'est d'avoir un gouvernement pro-russe. Donc, c'est tout ce jeu de la souveraineté limitée, et qui, effectivement, remonte aussi à la période soviétique, avec l'idée que, en fait, les États voisins, c'est toujours des places d'armes entre des grandes puissances, et ce ne sont que des objets, en fait, de la géopolitique, notamment russe. Un mot de ce crime d'agression, Mathilde Philippe, parce que c'est peut-être intéressant de faire un peu d'histoire. Parce qu'effectivement, et je fais lien avec ce qui a été dit, Vladimir Poutine, ce n'est pas Donald Trump. C'est-à-dire que les variations de son discours, elles sont complètement calculées. Il y a le discours interne, le discours externe, et donc d'un point de vue juridique, le discours externe, c'est le crime d'agression que l'on me reproche et qui fait l'objet de poursuites contre lui. Il risque d'être poursuivi pour crime d'agression. C'est un crime occidental. Les Occidentaux veulent m'appliquer du droit occidental. Or, quand on connaît l'histoire, c'est un crime qui est russe, mais complètement russe. Et justement, s'il admire Nicolas Ier a contribué à ce qu'il y ait ce crime-là. C'est-à-dire à le codifier, en quelque sorte. Oui, en fait, Nicolas Ier, les Russes et l'envoyé de Nicolas Ier ont fait en sorte qu'il y ait un droit de la guerre, c'est-à-dire qu'on prenne en compte les victimes dans la guerre, que la guerre soit plus humaine. Et ça, c'est vrai qu'on le doit aux Russes. C'est Nicolas II. Alors, Nicolas II aussi, mais là, je ne sais pas si on a le temps de le faire, mais depuis Catherine II... mais ce que je retiens, c'est que c'est une invention russe, quoi, presque. Mais vraiment, pour aller dans la période moderne, c'est surtout que le juriste qui a mis en place les crimes contre la paix, et qui s'appelle le crime d'agression maintenant, s'appelle Trenin, il est russe, et c'est lui qui a convaincu les Américains qui n'en voulaient pas, les Anglais qui n'en voulaient pas, les Français qui n'en voulaient pas, de le faire juger à Nuremberg, ce crime-là. Et donc ce crime d'agression, c'est un crime qui est russe, et donc il y a un discours qui est quand même très maîtrisé. Ce double discours, il est très maîtrisé. Anne-Charlène ? Moi, je conseille à ceux qui nous écoutent ce soir de se repasser le discours de Sergueï Lavrov auprès de l'ONU en 2022. On est quelques mois après l'agression russe. Ministre des Affaires étrangères. Il est ministre des Affaires étrangères russe, et il explique vraiment une doctrine d'État russe en disant, au fond, l'ONU, ce parterre de personnes que j'ai devant moi, je ne le reconnais pas, puisque c'est le discours de l'agresseur. Et en quelque sorte, nous avons créé l'ONU, vous avez créé l'ONU pour nous imposer une volonté occidentale de diminution en réalité de notre pouvoir. Et je pense que toute cette inversion des valeurs, c'est vraiment là-dessus qu'est fondé finalement le discours de Vladimir Poutine. C'est-à-dire de considérer qu'il y a une oppression et que Vladimir Poutine libère le peuple russe de cette oppression-là. Donc vraiment, ce discours sur l'idéologie, il dit tout. Une question venue d'Ingrid. Merci encore de participer à l'émission grâce à ce QR code. Ingrid qui nous écrit d'aiguille ou aiguille. Cette nostalgie de l'URSS, est-ce que c'est vraiment Poutine qui la cultive parce qu'il y est attaché, ou est-ce surtout quelque chose de profondément ancré dans l'histoire et la mémoire des Russes? Ça pose la question, Ksenia Bolchakova, de ce discours, de ces mensonges de Poutine, comment ils sont reçus. Alors évidemment, elle est trop générale, mais... La nostalgie, elle est réelle. La nostalgie a toujours été là. Je veux dire, il n'y a pas une famille en Russie, ex-URSS, qui n'avait pas été notamment impactée par la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde a perdu un proche. C'était une tragédie nationale. C'est quelque chose qui a été vécu comme quelque chose d'absolument terrible. Et en même temps, il y avait cette fierté immense d'avoir gagné la guerre. Donc aujourd'hui, Poutine joue sur la nostalgie de cette victoire. Il instrumentalise un sentiment que tous les Russes partageaient, qui était de dire plus jamais ça, plus jamais la guerre. Alors on est heureux de cette victoire, et c'est le mot le plus important, Победа, qui résonnait dans toutes les bouches pendant des années, sauf que ça a été détourné... Ça veut dire quoi, Победа? Victoire. Détourné par le régime poutinien pour en faire quelque chose d'agressif et de guerrier. Et il y a un autre élément qui l'instrumentalise, c'est la détresse des Russes après la chute de l'URSS, quand il n'y avait plus rien à manger dans les magasins, quand tout d'un coup, toute une population qui est devenue pauvre, qui a tout perdu du jour au lendemain, les écoles ne fonctionnaient plus, le service public ne fonctionnait plus, et ce sentiment de perte de repères a été aussi instrumentalisé par Poutine. Et c'est ça qui a fait en fait son âge d'or politique, les années 2005-2008, où il a rétabli cette fameuse stabilité. Et cette stabilité, les Russes étaient prêts à tout lâcher pour cette stabilité. Même tous leurs droits politiques, même dire non à la démocratie, tourner le dos à des valeurs hyper importantes et qui le sont pour quand même encore beaucoup de gens là-bas, au nom de cette stabilité qu'ils avaient perdue à la fin de l'URSS. Et donc c'est ça qui l'instrumentalise. Mais la nostalgie, elle est réelle, elle existe. Et la fierté d'avoir
gagner dans cette guerre, elle est sincère parfois et elle n'est pas nécessairement guerrière aujourd'hui vis-à-vis de l'Ukraine. C'est ça que je voulais. Alors justement, cette invasion de l'Ukraine, comment elle s'explique? On va essayer de le comprendre. On a commencé à y répondre. 24 février 2022, je vous le rappelle. Écoutez cette réaction. On est donc le jour de l'invasion. Le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani, il a quand même du mal à comprendre. Tout ça est tellement peu logique, tellement peu rationnel et tellement peu stratégique que c'est des mensonges permanents, la paranoïa. Vraisemblablement, Poutine vit dans un autre monde, il est persuadé de sa force. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de M. Poutine. Vraisemblablement des idées noires, un révisionnisme, des humiliations, ou peut-être tout simplement la peur de perdre le pouvoir. Est-ce que c'est la parano, la peur de perdre le pouvoir, qui a peut-être aussi poussé Poutine à envoyer son armée envahir l'Ukraine? Alors, ce qui est frappant quand même, c'est toujours cette idée de rationalité. En fait, la rationalité, elle dépend de la culture politique dans laquelle on fonctionne. Et donc, très souvent, les Occidentaux ont tendance à plaquer leur rationalité sur celle des Russes qui fonctionnent avec d'autres éléments. Donc, c'est vrai que qu'il y ait une forme de paranoïa de Poutine, peut-être, mais sur le fond... Quand on est resté aussi longtemps au pouvoir, en général, la parano, elle grandit au rythme des années quand même. Surtout, il s'éloigne sans doute des réalités. Sans aucun doute, au démarrage de la guerre, il était persuadé que les Ukrainiens ne soutiendraient pas Zelensky. Donc il y a eu une erreur de calcul au départ, et ça c'est souvent le cas quand même des dictateurs qui finissent par s'éloigner des vraies informations et qui sont donc dans une réalité qui peut être alternative, effectivement. Bon, ça c'est vrai. Après, il a effectivement le soutien d'une bonne partie de la population en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Et c'est là-dessus qu'il va pouvoir capitaliser, disons. Mais attention, c'est vrai que dans cette guerre, sur le fond, il y a quand même un vrai problème qui est la difficulté de mobiliser. Pour le moment, en fait, on n'a pas véritablement mobilisé la population pour aller faire la guerre. Il y a effectivement des entraînements militaires, il y a des populations visées pour être mobilisées, mais la plupart des Russes, des grandes villes, etc., sont relativement à l'écart de tout cela pour le moment. Alors que même, on a quand même une immense... Des pertes humaines énormes. Donc, je reviens quand même sur la parano, parce que Ksenia Bolchakova, il y a quand même cette table-là immense qu'on a revue. Là, moi, je dirais qu'il est totalement paranoïaque. C'est une illustration physique de la parano du chef d'État. Il est, pour moi, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup aussi d'analystes russes qui observent les différents cadres quand il est filmé dans la même pièce, mais qui est censé être dans des bunkers différents, et qu'on nous dit ça, c'est le bunker numéro 1, ça, c'est le bunker numéro 2, ça, c'est le numéro 3, alors qu'en fait, ils sont identiques et qu'à l'œil nu, c'est impossible de les différencier. Dire oui, ça montre quand même que le type est légèrement paranoïaque. Cette grande table, parce qu'il avait peur de tomber malade post-Covid. Oui, c'était au moment du Covid. Quoi. Donc, et puis c'est aussi une façon d'intimider son interlocuteur, cette grande table. Il y a les deux éléments, c'est-à-dire on ne s'approche pas. Parce qu'il ne le fait pas pour tout le monde. Il le fait pas pour tout le monde. Avec Xi Jinping, il est juste à côté de Xi Jinping. Il n'y a pas de problème. Mais il y a eu aussi beaucoup d'hommes politiques russes qui s'étaient plaints d'avoir été placés en quarantaine avant de pouvoir le rencontrer. C'est-à-dire qu'on passait 48 heures, voire 72 heures, à faire de multiples tests Covid avant de pouvoir s'asseoir à une table comme ça avec lui. Donc ça démontre quand même qu'il n'est pas tout à fait rassuré. Et il me semble également qu'après le début de la guerre, en tout cas c'était des informations qui étaient issues des services de renseignement ukrainiens et britanniques, il y aurait eu 4 atteintes à la vie. Donc il y aurait eu quand même des tentatives de l'éliminer. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la forteresse assiégée, parce qu'il est persuadé d'être le plus fort dans cette affaire. Mais en tout cas, il est clairement paranoïaque. Votre avis là-dessus? Et je complète avec ce que tu commençais à dire, c'est-à-dire qu'il est aussi effectivement un peu pervers narcissique, et ses relations avec les autres sont très intéressantes. On se souvient tous ou toutes, je ne sais pas, d'Angela Merkel qui a peur des chiens, et on se souvient bien que fait-il? Il lui offre pour son anniversaire un chien qui est quand même ce qu'elle déteste, et puis surtout, il fait rentrer à un autre moment dans son bureau les chiens au moment où il y a Mme Merkel qui va reculer tellement elle a peur, et on sent qu'il jouait de ce moment. Mais il a aussi une autre habitude qui est de faire attendre les autres chefs d'État et chefs de gouvernement, mais ça à des
ça, parce que c'est humiliant, parce qu'on les voit qui attendent. Et d'ailleurs, il a recommencé, donc c'est quand même un signe qu'il ne se sent pas si en faiblesse que ça, ou alors qu'il garde les bonnes habitudes. Il a fait la même chose dans les négociations de paix avec les envoyés américains. Donc il a une façon de faire de la diplomatie qui échappe un petit peu parfois aux autres c'est pour ça que j'aime bien le terme de pervers narcissique géopolitique, parce que je trouve que ça lui va très bien. J'approuve. Voilà, on commence par petites touches à bien définir le président russe. Alors il faut évidemment s'intéresser, je me tourne vers vous, Anne-Charlène, à sa relation au pouvoir, à la Constitution, à la façon dont il la tord, cette Constitution, pour rester au pouvoir depuis plus de 25 ans. Tout simplement, on pourrait dire que c'est un jeune élu, puisqu'il vient d'être réélu en 2024, sauf que c'est la 5e fois. Ça lui donne du pouvoir, ça lui donne un poids particulier. Ça lui donne un poids tout à fait unique en Europe, étant donné qu'il a pu voir le monde politique se dérouler sous ses yeux depuis 25 ans, jeune élu, ce Vladimir Poutine depuis mars ou avril, je crois, 2024, et qui a construit sa position quasiment à vie, puisque jusqu'en 2036, on devrait pouvoir ne pas être entravé par des élections. Je me suis permis quand même de faire un bref historique. 2000, il est élu à peine 53,4% des voix. Il était alors Premier ministre de Boris Yeltsin, qui est évidemment très affaibli de l'intérieur et qui le place à l'intérim pour le faire connaître et de ce fait évidemment se crée la posture de l'homme fort après les scandales. Il est là pour rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre qui est aussi le thème de sa deuxième campagne en 2004, où là on commence à avoir un beau score, 71,9%. Et c'est la parenthèse qu'on connaît tous avec Dimitri Medvedev, étant donné qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats, il devient alors Premier ministre. Mais en quelque sorte son hologramme, Jean-Luc Mélenchon nous l'a fait de manière un peu plus imagée. C'est l'élection de 2012. L'élection de 2012 qui là le ramène à un taux à peu près normal de 63,6%. Et c'est là, véritablement, que les vagues de révolte commencent à devenir véritables. 4e fois en 2018, avec un score qui commence à avoisiner les 77%, jusqu'à ce qu'il modifie la Constitution pour que la limitation de mandat, en réalité, ne s'applique plus jamais à sa personne, ce qui nous amène jusqu'à la possibilité de 2036 et la dernière élection, donc, en 2024, à 88% des voix, ce qui nous prouve qu'au fond, Vladimir Poutine peut se présenter comme un président qui aime la démocratie élective et qui a sans cesse le soutien de son peuple. D'accord, mais il faut quand même raconter dépeindre l'envers du décor. Oui, d'accord, alors on va essayer de regarder la vérité. Et la stature présidentielle de Vladimir Poutine, c'est un peu la création du concept qu'on aime beaucoup en tant que constitutionnaliste de démocrature, étant donné que, on a les apparences de la démocratie et évidemment, dès l'arrivée au pouvoir, on commence par une première méthode qui est plutôt celle de la marginalisation, avec des opposants qui sont vaguement exilés, mais sur lequel, finalement, sa puissance dans l'opinion est telle qu'il n'y a pas véritablement besoin d'aller plus loin dans une première tranche de son pouvoir. Puis, le contrôle de l'opinion à travers des médias hyper contrôlés par lui, la poursuite évidemment de toutes les fortunes et de tous les oligarques qui vont pouvoir maîtriser une information différente, et de ce fait cette déconnexion dont on parlait de l'opinion véritable, étant donné qu'il ne la connaît plus véritablement. Ensuite, ce sont les libertés évidemment qui chutent une à une, la Douma d'État qui prend plusieurs lois limitatives des libertés, je vais évidemment pas les égrener ici, ONG étrangères, lois électorales et surtout enrichissement des délits pénaux à partir du moment où vous critiquez le pouvoir. Et dernière pierre de l'édifice, la répression des opposants, on la connaît, répression judiciaire, changement de la loi sur la diffamation d'État, mais aussi un véritable durcissement du traitement des opposants. Et ça, depuis 2022, on le sait, on a véritablement subi l'acmé de ce processus avec de nouvelles infractions, discrédit de l'armée, on en parlait tout à l'heure, terrorisme qui devient véritablement valise. Et voilà ce qui se passe en termes d'évolution. Alors il y a un style. Alors le style Poutine, on se le garde parce que oui, on va teaser. Ce sera un chapitre un peu plus tard, donc je reviendrai vers vous pour détailler le style Poutine, notamment vis-à-vis des élections et de la Constitution. Est-ce qu'il fait, Mathilde Philippe, souvent référence au droit, à la Constitution?
pour légitimer ses actes. Alors le président oui, et paradoxalement, merci Anne-Charlène d'avoir montré que la démocratie, ce n'est pas que l'élection, hein, parce qu'en Russie, on vote. Mais la démocratie, c'est aussi la séparation des pouvoirs, le pluralisme et la responsabilité, en fait, des dirigeants. Et donc, si on n'a pas cela, on n'a pas de démocratie. Et donc, est-ce qu'il invoque le droit? Oui, et il invoque justement la démocratie, mais dans son sens, simplement, participation populaire. Il invoque aussi beaucoup le droit international, et puisqu'on a parlé d'un discours à l'ONU, je voudrais en rappeler un autre, je le rappelle souvent. On se souvient tous en France de Dominique de Villepin qui intervient à l'ONU pour dénoncer la guerre en Irak et le fait qu'on ne peut pas mener une guerre illégitime. Et en fait, on se souvient souvent moins que l'envoyé de Vladimir Poutine s'est référé au droit international, a fait une leçon magistrale de droit international pour dire que la guerre en Irak était illégale. Donc, il est très fort sur le droit. C'était son envoyé spécial, encore une fois, c'était le vice-ministre des Affaires étrangères. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont exactement les mêmes arguments qui sont aujourd'hui utilisés par Vladimir Poutine pour justifier juridiquement, en droit, sa guerre en Ukraine. Donc c'est très intéressant de voir que ce qu'il reprochait aux États-Unis, c'est ce qu'il fait désormais. Et puis il y a les notions qui manipulent de... Pardon, je vous ai coupé, mais quand ça l'arrange, il défend la liberté d'un peuple à disposer de lui-même. L'autodétermination. Quand ça l'arrange, c'est plutôt vraiment les frontières d'un État souverain qui doivent être respectées. Donc il danse. C'est-à-dire qu'en fait, il le comprend mal. Voilà, il utilise ça, il manipule, il utilise quand ça l'arrange, et c'est ça aussi qui est assez intéressant dans l'usage du droit. Il a même utilisé en termes de droit international l'idée que en fait la dissolution de l'URSS était illégale. Oui. Donc il utilise absolument toutes les possibilités. Il y a votre livre, on va le revoir. Je ne sais plus si on l'a vu en début d'émission, mais Réflexions sur le despotisme impérial de la Russie, c'est chez Payot. À quel point il s'inscrit dans cette tradition. On a presque l'impression qu'elle a été inventée pour lui, quoi. Je pense, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme de despotisme impérial, parce que finalement, tout ce que vous décrivez, c'est finalement le rôle c'est la manière d'être despote, c'est-à-dire de se moquer des lois, en fait, de les utiliser, mais de s'en moquer aussi, de régner par la peur et par la crainte. Et ça, c'est véritablement le propre du despote. Avec, dans l'idée de despote impérial, c'est parce que tout ce despotisme est complètement relié à une volonté d'expansionnisme, à une volonté d'agrandir le territoire, de restaurer la puissance et l'empire. Et derrière ça, il y a aussi l'idée que la richesse et le pouvoir, c'est la même chose. Parce qu'en fait, dans toute l'histoire russe, et c'est ce terme de despote qui veut dire en fait maître de la maison d'une certaine manière, maître autoritaire et fouettard, mais en fait maître de la maison. Et sur le fond, dans toute l'histoire russe, il y a une sorte de confusion entre le pouvoir et l'enrichissement, c'est-à-dire que c'est souvent par le pouvoir qu'on est enrichi. Et d'ailleurs, il n'y a qu'en Russie qu'on peut licencier des oligarques. Enfin, une fois qu'un oligarque n'est plus avec le pouvoir, on peut le licencier, voire évidemment l'arrêter, le mettre en prison. L'enrichissement, c'est la chronique de Steve Jonas, mais c'est très bien, ça m'offre la transition, on va le faire dans 2-3 minutes, mais il y a une question que je trouve très intéressante. Basile qui nous écrit de Roscoff, Vladimir Poutine prépare-t-il déjà sa succession? Ksenia Bolchakova, si quelqu'un ose poser cette question dans un média russe, qu'est-ce qui lui arrive? Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque une question sacrilège, quoi. Alors vous allez rire, mais les médias russes posent souvent cette question. Parce que pour paraître plus démocratique, ou plus libre comme médias russes, alors qu'ils sont sous contrôle de l'État, ils font parfois des émissions spéciales sur qui sera le prochain dauphin. Ils appellent ça le dauphin. Moi j'aime beaucoup l'expression. C'est pas le futur président, mais c'est le dauphin de Vladimir Poutine. Et donc il y a souvent plusieurs noms qui sortent, Sergueï Shoigu, Lavrov, les grands hommes politiques russes. Et évidemment il y a des débats, mais c'est pas vraiment sérieux, puisque aucun de ces hommes politiques ne se présentera jamais, jusqu'à présent ne s'est jamais présenté contre Poutine. Contre Poutine. Et ils font partie de son camp. Donc, et lui, il est absolument pas dans cette démarche. Pas du tout. De trouver ou de préparer un successeur. Je ne sais pas, mais je pense pas. Oui, bon, on va rester quand même relativement prudent. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, cette nouvelle constitution, elle garantit à Vladimir Poutine l'immunité à vie. Pour autant, je vais poser la question de votre livre, est-ce qu'on peut juger Poutine et si oui, comment ? Oui, alors vous comprenez qu'on ne peut pas le juger en Russie, en l'état actuel du droit russe. En revanche, contrairement à ce qu'on pense, il serait possible de le juger en droit international. Alors c'est vrai, tout le monde dit toujours c'est impossible, mais en réalité, on l'a toujours dit pour d'autres chefs d'État et qu'on a réussi à juger. Alors comment
est-ce que ce serait possible? Eh bien, puisque la Russie ne va pas lever son immunité, certainement devant une juridiction internationale, donc il y en a 2 possibles. La Cour pénale internationale, mais là ce sera à long terme, et elle a déjà commencé à émettre des mandats d'arrêt, notamment contre lui, donc en particulier pour le transfert forcé d'enfants, la déportation d'enfants, donc qui est un crime odieux, mais qui n'est pas fini, qui n'est pas achevé, et donc ça va prendre du temps. C'est en cours, les enfants ukrainiens, voilà, donc ça va être très long. Mais il y a une autre juridiction pour laquelle je travaille aussi, qui est donc un tribunal spécial qui a été formé. Il vient d'ouvrir, la signature a eu lieu en mai dernier, on est en train de ratifier le traité, donc c'est tout nouveau, et c'est pour juger le crime d'agression commis contre l'Ukraine. Je le disais, le crime d'agression, c'est un crime russe, il est dans le code pénal russe, il a été inventé par les Russes, et en plus, il est dans le code pénal ukrainien. Donc, Vladimir Poutine ne pourra pas dire on est en train de me donner. Pardon, je vous interromps. Comment c'est possible? Mais oui, parce que ça veut dire qu'il n'est plus au pouvoir. Alors, oui par et définition, non. Oui. Et que d'une façon ou d'une autre, il l'a quitté, je ne sais pas comment d'ailleurs, soit parce qu'il a été renversé, parce qu'il y a eu un coup d'État. Si on regarde les chefs d'État qui ont déjà été jugés, et il y en a eu sur tous les continents depuis 1945, à ce moment-là, il y a 3 cas. Le premier cas, je n'y crois pas, mais je vous le donne parce que théoriquement, il existe. Le premier cas, c'est on va le chercher, d'accord? Donc ce ne sera pas le cas, ce serait une aggravation du conflit. Deuxième cas, c'est la police de son pays qui l'arrête, et c'est très simple, c'est parce qu'il y a une transition, non pas démocratique, mais que quelqu'un a été placé à sa place, plus fort. Et donc, pour donner des gages, que fera cette personne? Elle livrera Vladimir Poutine pour être tranquille, pour pouvoir commettre des horreurs. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Et en plus, il y en aura 2 pour le prix d'un, puisqu'Assad est réfugié en Russie. Donc cette personne peut très bien donner un gage au monde occidental pour pouvoir faire d'autres choses. Et enfin, le troisième cas, mon espoir, c'est qu'il se balade. Parce que pour l'instant, il pense qu'il peut se promener sur les territoires des partis à la CPI. Or, oui, effectivement, donc mais plus il prendra la confiance... Les partis, c'est les États qui ont ratifié le rôle de la Cour pénale internationale. Il pourrait potentiellement se faire arrêter. Pas que potentiellement, il le sait très bien, puisque à chaque fois, il a été invité par le Brésil officiellement, le Mexique, l'Afrique du Sud. À chaque fois, il dit qu'il s'y rend, et puis 15 jours avant, il dit que finalement, tout ça se passera en vidéoconférence. Alors, il a été en Mongolie, d'accord, mais c'est parce qu'en Mongolie, il savait qu'il ne risque rien. Et, moi, je pense que ça se voit qu'il a peur, et j'espère qu'il est en confiance et qu'il va vraiment aller sur le territoire des États partis. La fortune de Vladimir Poutine dans un instant, mais quand même, je vous voyais réagir, tiquer plus ou moins votre avis, Sabine Dulin, sur cette... Prenons la dernière hypothèse, tiens. Oui, je pense qu'il sera suffisamment prudent pour éviter ce genre de soucis. J'ai un peu de mal à l'envisager dans le cadre du temps où il est au pouvoir, sauf dans un contexte qui serait complètement autre et qu'on peut espérer, c'est-à-dire un jour peut-être une défaite de la Russie et un effondrement de son pouvoir. C'est vrai que c'est peut-être parce que je suis historienne, mais moi j'espère toujours qu'il y a une possibilité à un moment donné pour les peuples ou les sociétés de trouver des biais pour se passer de leurs dictateurs. Bon, après tout, la Russie a parfois réussi à le faire. Alors certes, c'était une autre époque, c'était il y a plus d'un siècle. Et par ailleurs, même s'il y a eu toute cette humiliation des années 90, il ne faut pas quand même oublier qu'il y a eu aussi un immense espoir pour cette liberté retrouvée. Aujourd'hui, il y a un petit début de nostalgie des années 90 qui est assez intéressante dans la culture des Russes. On retourne regarder les séries du début des années 90, etc. Donc, on peut toujours espérer quelque chose qui se passe, notamment si jamais autour, en Biélorussie, par exemple, on pourrait avoir de nouveau des manifestations qui redéploient autre chose. Ça pose quand même la question de la capacité du peuple russe à réagir. Jean-Luc, qui nous écrit de Surgère, le peuple russe a-t-il accès aux informations mondiales à travers Internet sans censure de l'État? C'est une partie de la question. Pas tout. Alors c'est très compliqué. Il y a une nostalgie de la période, comme vous disiez, des années 90, et il y a une nostalgie surtout pour cet espoir démocratique qu'a représenté cette période. Mais tous les gens qui ont gardé cet espoir sont aujourd'hui en dehors de la Russie. C'est des gens qui ont dû quitter le pays. C'est des gens qui ne peuvent plus exercer leur métier de journaliste, d'écrivain,
c'est des gens qui ne peuvent plus d'avocats. C'est vrai que la plupart sont il n'y a plus cet espoir démocratique. En tout cas, les personnes qui étaient ouvertement prêtes à en parler et à le revendiquer ne sont plus dans ce pays-là. Quant à des manifestations... Ça compte quand même peut-être. Les Russes hors de Russie sont quand même une force. Et puis pourquoi Poutine, par exemple, est si réticent à mobiliser sa population? Ça, c'est quand même un indice fort. Il l'a fait. Pour le moment, c'est un militarisme. Les référendums sont quand même... Pour le moment, c'est vraiment un militarisme de spectateurs pour l'essentiel des Russes. Je sais que ceux qui sont le plus mobilisés, ce sont les non-russes. Par exemple, en Yakoutie, en Bouriatie, à Touva, le pays de Sergueï Shoïgu. Là, effectivement, on mobilise à plein, notamment les plus pauvres, à qui on fait miroiter des primes extraordinaires, notamment s'ils meurent au front. La mobilisation a touché tout le monde. Moi, le mari de ma petite cousine à Moscou a été mobilisé à l'âge de 22 ans après un cancer. Écoutez, je ne crois pas qu'il a survécu à un cancer, il a été mobilisé. Je ne crois pas qu'à Moscou, il y ait l'équivalent de ce dont j'ai entendu parler très récemment. Des classes entières de l'université première année à Yakoutsk mobilisées pour partir au front, 18 ans. Donc je pense que ça, Poutine cherche quand même à éviter de mobiliser trop la population citadine. De la réaction de la population citadine. Il y a malgré tout une limite. Pour répondre à la question, allez-y. Internet, c'est très compliqué, même les VPN les plus payants, les plus chers aujourd'hui ne marchent pas. Les communications sont coupées systématiquement. Moi, quand j'essaie de passer un coup de fil sur WhatsApp, ça ne marche plus. Il y a des nouveaux logiciels maintenant qui sont accessibles, mais on ne sait pas si c'est des applications d'échange de messages, mais qui peuvent vraiment être des petits logiciels espions. Telegram fonctionne encore un petit peu, mais c'est devenu très très compliqué de communiquer, encore moins de lire des informations qui viennent de sites d'information étrangers qui sont aujourd'hui classés terroristes. Par exemple, le service russe de la BBC celui qui le lit prend le risque d'être lui aussi assimilé voilà. Donc, par exemple, le service russe de la BBC est aujourd'hui une organisation terroriste. Selon les autorités russes. Selon les autorités russes, évidemment. Pardon, Allez, évidemment. on parle d'argent, on parle de cette fortune de Vladimir Poutine avec Steve Jourdain tout de suite. Bonsoir Steve, bienvenue à vous. Bonsoir. L'un des hommes les plus riches du monde, dit-on. Est-ce que c'est vrai? Non, officiellement pas du tout. Selon les déclarations publiques du Kremlin, Vladimir Poutine a un patrimoine relativement modeste. Thomas, il serait propriétaire d'un appartement à Saint-Pétersbourg, superficie 75 mètres carrés. Il a aussi une petite parcelle de terrain ainsi qu'une caravane. Il aurait 3 voitures. Enfin, son salaire officiel serait d'environ 10 000 euros par mois. Vladimir Poutine est un dirigeant qui mène une vie très simple, très frugale. Il est entièrement dévoué à son peuple. C'est en tout cas l'image qu'essaye de renvoyer le Kremlin. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de sourire. C'est la légende. Qu'en est-il dans les faits? Alors, les renseignements donnent des chiffres très différents, évidemment. Selon les services occidentaux, la fortune de Vladimir Poutine pourrait aller jusqu'à 200 milliards d'euros. Ça fait de lui, effectivement, l'un des hommes les plus riches du monde. Poutine, vous le savez, est souvent photographie avec des montres de luxe, Thomas, qui coûte plusieurs fois son salaire annuel. Là, c'est une Patek Philippe lors d'un sommet de l'ONU. Par ailleurs, le ministère britannique des Affaires étrangères a publié un document, c'était en 2022. On y apprend que Poutine posséderait un super yacht d'une valeur de 660 millions d'euros. Le journal The Sun affirme que sur ce yacht, il y aurait plusieurs piscines, un spa, 2 héliports, des salles de bain avec des robinets en or, ainsi qu'un petit hôpital à la disposition des passagers. Tout ça sur ce yacht. Visiblement. Passionnant, quand même. Ça c'est The Sun qui nous révèle tout ça. Et le même document du gouvernement britannique dont je vous parlais révèle l'existence, cette fois-ci, d'un palais sur la mer Noire, valeur estimée 1 milliard de dollars. Cette datcha de 7000 hectares disposerait de son théâtre, de son casino, de sa propre centrale électrique, ainsi que d'une patinoire souterraine permettant de jouer au hockey sur glace. Le Kremlin dément que Poutine en soit le véritable propriétaire commun. Posséderait tout ça à travers un certain nombre de montages financiers. Il n'apparaît jamais directement comme propriétaire sur les documents officiels. Ces biens seraient détenus par des proches, des oligarques ou des sociétés écrans. Un réseau mondial de journalistes d'investigation et le média russe indépendant Medusa ont par exemple révélé des liens entre 86 entreprises pesant 4,5 milliards de dollars et des proches de Vladimir Poutine. Ses proches mettraient à sa disposition les biens. C'est lui qui en contrôle l'accès, c'est lui qui en a la jouissance. Selon le magazine Forbes, le système est très bien huilé. Poutine facilite l'attribution de contrats très lucratifs à ses proches. En échange, ces derniers lui accordent des commissions et des avantages et des privilèges. Cette structure est souvent comparée à une hiérarchie mafieuse avec tout en haut de la pyramide, vous l'aurez deviné,
Vladimir Poutine. Merci beaucoup Steve Jourdain pour toutes ces informations. Je reviens vers vous, Anne-Charlène Bézina, parce qu'il y a effectivement le côté mal alpha chez Poutine. Ça rentre dans ce style. Il y a déjà les photos, les mises en scène. Dès le début, en fait, vraiment dès sa première élection, il y a une forme de corps en fait qu'il va faire avec la nation et il est l'athlète qui est l'homme de la situation en quelque sorte. Évidemment, nul doute que ce n'est pas un homme de plateforme programmatique ou de débats particulièrement multilatéraux ou pluralistes autour de lui. Donc ça fait partie un petit peu de cette idée de l'image de l'homme seul, notamment, mais de l'homme fort, voilà, évidemment. Et puis, voilà, avec tout ce qu'on a qualifié de manipulatoire dans son discours, c'est-à-dire l'usage très intelligent d'éléments rassurants à la société sur le fait de vivre en démocratie. C'est-à-dire que c'est sûrement l'homme qui a créé le plus de commissions, d'informations et de transparence autour de lui. Alors que quand on reprend les élections là, à 70, 80%, etc., derrière, il y a des enquêtes qui ont été menées. Il y a des enquêtes qui ont été menées par pas mal d'organismes plutôt indépendants, comme la Commission de Venise ou l'OSCE, qui nous disent clairement que les urnes sont bourrées, qu'il y a du chantage aux fonctionnaires d'État, aux opposants qui sont petit à petit éliminés. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est le système de partis. C'est-à-dire que tous les partis, on disait tout à l'heure avec les faux débats en médias, c'est un peu pareil pour les partis politiques, tous sont pro-russes d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on peut être sur 20 parties de l'échiquier, 20 fois pro-Poutine, finalement, dans sa manière de concevoir les choses. Et puis évidemment, on l'a dit, la manipulation de la Constitution, avec l'idée que petit à petit, chacun des contre-pouvoirs qui y sont inscrits voit son chef de compétences diminuer. Donc Poutine président, j'ai presque envie de dire que c'est un doux oxymore en réalité, étant donné que en fait, il ne domine que sa personne et que c'est sa personne qui est au centre de tout. Donc on voit bien que ça fait partie des vertus de l'autocrate de savoir durer et d'installer justement la capacité qu'aucun obstacle ne se dresse sur son chemin. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez commencé à l'expliquer, Sabine Dulin, les signes extérieurs de richesse, ça fait partie de la panoplie du despote russe, d'une certaine façon. Oui, je dis ça avec mes mots un peu simples, mais c'est l'idée. C'est d'abord que, en fait, dans l'histoire russe, il n'y a pas eu, comme, je sais pas, en France, si on remonte très loin, il n'y a pas eu une noblesse, par exemple, qui avait sa propre propriété indépendamment du pouvoir. Donc, en fait, c'est le pouvoir qui distribuait la ressource, la richesse, et donc on était toujours relié au pouvoir. Ça signifie que plus on est proche du pouvoir, plus on peut être riche. En fait, donc il n'y a pas du tout Donc oui, c'est pour ça qu'on peut parler de système mafieux, parce que ça fonctionne de la même manière. Et ça, incontestablement, même si bien sûr Poutine ne cherche pas tellement à se montrer comme un homme riche. C'est pas du tout le but, parce que la richesse a toujours été assez mal vue en Russie. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir le pouvoir. Et la richesse en découle, en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir le pouvoir, de le montrer. Et ça, il le fait évidemment à tous les niveaux. Et il réussit aussi à organiser l'ensemble de la vie économique autour en fait de l'État, parce que c'est le rôle aussi il y a cette continuité étatique, et il y a le fait que même si on a une propriété privée, même s'il y a du capitalisme, sur le fond, l'État, et derrière l'État, le Kremlin, en fait, est au cœur du système. Est-ce que la corruption, le détournement d'argent public, j'imagine que ça peut rentrer dans l'action menée par un tribunal contre Vladimir Poutine? Oui, ça peut rentrer, mais vraiment. Et en plus, paradoxalement, alors plutôt au niveau interne, mais paradoxalement, depuis 2000, il a des périodes dans lesquelles il va autoriser la poursuite contre des oligarques. Et donc, il y a des moments où les banquiers, par exemple, se sont tous fait poursuivre. Alors, c'était à partir des années 2010. Donc, ils sont poursuivis. Alors, ça peut signifier deux choses. À la fois que lui-même a assez de fonds, il n'a plus besoin de ces banquiers-là, mais aussi que son objectif, c'est quand même de mettre aussi au pas le monde de la finance. Parce qu'il y a sa fortune personnelle, mais il y a aussi la mise au pas. Et donc, ça se traduit par des poursuites à l'étranger, des éliminations aussi, du chantage. Il y a des cas à Interpol où on a des oligarques russes qui sont placés sur la liste par la Russie. Donc, il sait très bien, là encore, utiliser le droit, alors pour sa propre fortune personnelle, mais aussi pour maintenir sous le joug également les autres personnes riches de Russie.
Dernier mot, Ksenia Bolchakova, sur le caractère mafieux du personnage. Est-ce que c'est un terme que vous employez vous aussi? Totalement. Ouais. Et c'est drôle que vous me posiez la question, parce que je pensais à une citation de Poutine, une phrase qu'il avait dite dès qu'il est très jeune politique encore, quand il arrive pour prendre la suite de Boris Yeltsin. Il dit il y a plusieurs façons d'agir sur un homme. C'est la vodka, le chantage ou la menace de mort. Et ça, c'est 3 façons d'agir sur un homme ou d'avoir un impact. Oui. Là, typiquement sur une société ou aussi sur la scène internationale, ce sont des méthodes de petites frappes des cours de Leningrad dans lesquelles il a grandi. De petites frappes de la cour de Leningrad, du dvor, comme on l'appelle en russe, aux mafias un petit peu plus sérieuses, avec lesquelles il a aussi fricoté dans les années 90. Donc oui, clairement, c'est un despote mafieux. Et l'usage du compromat aussi. Ouais. Beaucoup. Ouais, Comment compromettre un adversaire. Oui, ça rentre dans le chantage. Je me suis dit que ça... c'est une bonne méthode d'ancien du KGB, ça. Oui, tout à fait. Je me demande même s'il ne l'utilise pas à l'égard de Trump. Écoutez, ça pourrait ouvrir un autre débat. Les relations Trump-Poutine, voilà une très bonne idée. Merci à toutes d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres. Allez, je commence avec vous, Ksenia. Un peuple qui marche au pas, c'est chez Lattès. Peut-on juger Poutine? Je vais très vite, Mathilde Philippe, c'est chez Albin Michel. Et puis le vôtre, Sabine Dulin, réflexion sur le despotisme impérial de la Russie aux éditions Payot. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat. Demain, c'est François Patria qui sera l'invité de notre matinale. Salut.